Dans cette vidéo, on va essayer de démontrer l'effet Hall. Donc là, on imagine qu'on a une bande de cuivre traversée par un courant I, comme ceci. Donc on va voir les charges, finalement, si on considère que les charges sont négatives, hein, les électrons, on va voir les charges qui vont se déplacer en sens inverse avec une vitesse V. Et donc ce ruban est d'épaisseur A et B sur la longueur, hein. Donc on imagine faut déjà que j'arrive à écrire droit. On imagine une épaisseur comme ça, hein, et une épaisseur comme celle-ci. Et donc on a un champ B qui traverse la plaque comme ceci. Et donc on peut d'abord commencer par exprimer la force magnétique qui s'exprime d'origine magnétique, hein. Donc on a la force qui vaut, excusez-moi, Q fois V vectoriel B. Alors si on utilise la règle des trous droits, V vectoriel B, on aura donc une force magnétique qui sera donc orientée, sachant que, que Q égale négatif, donc on a moins V vectoriel B, donc moins V vectoriel B, on aura une force qui va s'orienter avec la règle des trous d'A comme celle-ci, qu'on va appeler comme force magnétique. Du coup, cette force va induire l'accumulation de charges moins, finalement, parce que les charges qui vont traverser vont aller s'accumuler ici. Et donc l'apparition ici de charges positives. Et donc on va avoir l'apparition d'un champ magnétique, d'un champ électrique, pardon, qu'on va mettre en vert, par exemple, un champ électrique donc, qui s'oriente dans le sens des potentiels comme ceci. Un champ électrique qu'on appelle champ électrique de Hall. Voilà. Et donc on va avoir l'apparition d'une force électrique qui va compenser finalement la force magnétique ici. Alors le champ électrique a l'air, le champ électrique, je vais vérifier. Direction champ électrique. Et dans le sens du potentiel décroissant, c'est bien ce que je me disais. Donc il y a une erreur ici. Un champ électrique, oula, qui va du coup être plutôt par là. Voilà. Et donc la force résultante, vu que la charge est négative, qu'on va noter FE va être par là. Et donc en régime stationnaire, on va avoir FE, donc écrire en blanc, P, FM en régime stationnaire, quand l'équilibre est atteint, plus FE est égal à vecteur nul. Donc on va voir Q fois V fois B est égal à finalement moins Q fois l'effet Hall, les champs électriques de Hall, les charges se simplifient. On sait qu'un champ magnétique, un champ électrique pardon, dans un condensateur comme celui-ci, c'est la séparante d'un condensateur, est égal à la différence de potentiel entre les charges divisées par la distance. Donc on va avoir V fois B égale à une tension qu'on va appeler la tension de Hall divisée par la distance. Et maintenant on voudrait transformer B. Donc on connaît quoi? On connaît l'intensité. Et on sait que I égale J fois ds. J égale NQV, nombre de charges fois Q fois la vitesse. Et ds ici, c'est égal à A fois B. Donc V est égal à I sur NQAB qu'on peut injecter donc ici. IB sur NQAB est égal à tension de Hall sur A. On remarque qu'on peut simplifier A. Et donc on a une tension de Hall qui s'exprime comme ceci. Tension de Hall qui vaut donc I
fois B sur B, avec un facteur ici, 1 sur le nombre de charges fois Q. Et ce facteur-là, c'est quelque chose qu'on peut calculer sur les sondes à effet Hall et qui est donné par le constructeur. Là, hop, on va mettre ici un arrière-plan. Et donc cette tension-là s'appelle, enfin ce terme-là s'appelle la constante de Hall. Et donc voilà comment on calcule la tension d'un effet Hall. Et donc en faisant passer un courant, on peut aboutir à la mesure d'un champ magnétique en mesurant la différence de potentiel créée. Et donc on a un capteur, une sonde à Hall, qu'il faut bien sûr étalonner. Et donc voilà, I est souvent de l'ordre de dizaines de milliampères, donc de l'ordre de milliampères. Hein. Et la plaquette d'épaisseur B est souvent de l'ordre du micromètre. Voilà. Et dans ces cas-là, la tension de Hall est de l'ordre de 0,5 microvolts, pardon. Ce qui est très difficile à mesurer. Et voilà. Alors ça, c'est vraiment cette démonstration est vraiment basée sur des simplifications. Hein. Pour d'autres métaux comme le fer ou l'aluminium, les valeurs expérimentales ne correspondent pas à celles du modèle. Même au niveau du signe, pour expliquer ces différences, il faudrait courir à mécanique quantique. Et ça dépasse largement le cadre de mes compétences.